l'école fête ses 25 ans. Elle fête son 1000e étudiant et l'extension de l'école avec le nouveau bâtiment. Donc nous allons avoir les discours et donc je passe la parole à Joëlle Garcia qui est présidente de l'ESEPAC. Bonjour à tous. C'est en 1991 que M. Étienne Vialet a créé l'École supérieure européenne de packaging, ESEPAC. Puisque nous sommes réunis pour marquer ses 25 années d'existence, permettez-moi de lui rendre hommage. Lorsqu'en 2011, j'ai accepté le mandat de président de l'ESEPAC, je ne pensais pas que les résultats d'une école puissent être aussi surprenants. J'ai eu la démonstration ici que la détermination est le chemin de la réussite. Je veux dire ma gratitude à notre formidable directeur Serge Germain et son équipe qui, à mes côtés, ont partagé des engagements forts et les responsabilités qui en découlaient. Je vais citer quelques chiffres pour retracer ces 5 années passées. Le bâtiment qui nous accueille ce soir, plutôt devant lequel nous nous trouvons, a été achevé en 2010. Il représente un investissement financier important. L'extension de 600 mètres carrés que j'aurai le plaisir d'inaugurer ensuite porte sur un investissement supplémentaire de 1,2 million d'euros. À cela s'ajoute le matériel mis à disposition des étudiants et de leurs entreprises d'une valeur de 1 million d'euros. Sans vous, sans votre soutien financier, ces réalisations n'auraient pas été possibles. De 2011 à 2015, les effectifs ont progressé de 25%. Ils continuent à augmenter puisque de 85 étudiants en 2011, nous accueillons aujourd'hui 130 étudiants pour cette rentrée 2017. Dans le même temps, le nombre de contrats d'alternance a fait un bond de 45%. De 2011 à 2015, l'équipe des permanents à l'ESEPAC a doublé. En termes de ressources financières, l'ESEPAC a gagné en autonomie. J'ai le plaisir de constater chaque jour les fruits de notre proximité avec le monde industriel. Un autre indicateur très important pour moi est celui des subventions publiques, qui diminue de 31%, alors même que le budget de notre association progresse, lui, de 37%. Le soutien des partenaires industriels au travers de la taxe d'apprentissage a augmenté de 40%. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui nous accompagnent dans notre mission par vos affectations de taxes d'apprentissage. Je tiens à remercier particulièrement l'intersecteur papier-carton qui apporte un soutien financier très important à l'ESEPAC depuis de nombreuses années. Nous avons créé à l'ESEPAC une nouvelle structure, PAC Avenir, principalement pour recueillir les fonds du mécénat d'entreprise. C'est une forme de soutien nouveau auquel nous croyons beaucoup. PAC Avenir existe aussi pour apporter des services spécifiques aux entreprises. Parlons maintenant du cœur de cette école, l'enseignement. l'ESEPAC a été acteur dans 3 publications de recherche. Nous venons d'obtenir la réhabilitation de nos 2 diplômes, licence et master, jusqu'en 2021. Nous avons également posé les bases d'un développement à l'international en créant des synergies avec l'Allemagne, les États-Unis et l'université de Rutgers dans le New Jersey et la Suède. Ces résultats témoignent de la valeur du travail que tous ensemble nous avons accompli. Enfin, nous complétons notre expertise dans la formation continue avec les dispositifs tels que le compte personnel de formation et le certificat de qualification professionnelle. Je pourrais vous parler encore longtemps des réussites merveilleuses de cette belle école, car vous l'aurez remarqué, je le fais avec enthousiasme. Je le fais, mais je dois m'arrêter, car il y a beaucoup d'intervenants de qualité qui parleront de leur relation avec cette école. Et donc, je vais arrêter là mes propos pour passer à l'inauguration du bâtiment, car il me revient le plaisir d'inaugurer ce bâtiment. Et je vais appeler à côté de moi Serge Germain et Sébastien Sylvestre, parce que je veux qu'ils soient à mes côtés pour cette inauguration. Nous étions, c'est vrai, à l'étroit dans nos locaux pourtant récents, et donc nous avions une réserve foncière. Nous avons décidé, Serge et moi, d'agrandir cette école, et donc nous avons lancé un appel d'offres. l'ESEPAC a été maître d'ouvrage pour cette extension, et c'est un jeune architecte, Renaud Berger, très ancré dans son territoire, qui a obtenu le marché pour l'agrandissement.
Alors, je tiens à le féliciter pour la conception architecturale de son projet, mais pour l'intégration de cette extension avec l'existant, qui est absolument parfaite, c'est vrai, qui est tout à fait bien vu, pour le respect des délais, le respect du planning, et pour le respect de l'enveloppe budgétaire, ce qui est suffisamment rare aujourd'hui pour qu'on le cite. Voilà, donc félicitations et merci. Alors, il a été aidé dans sa mission par l'économiste GBA Eco, Monsieur Jean-Louis Auger, pour le pilotage GBA OPC, Monsieur Ray, pour le BET Fluide, Messieurs Villemagne et Moreno, pour le BET Structure, Monsieur Rochard et Monsieur Baudin, et pour le bureau de contrôle, l'APA Haute-Loire. Les terrassements ont été attribués à l'entreprise Moulin TP, et je tire mon chapeau à cette entreprise parce qu'ils ont construit 80 places de parking dans un temps record et sans aucune nuisance dans une école qui était complètement occupée. Donc bravo. La maçonnerie à Sigobat, la charpente métallique à Chazalon, la charpente bois à l'entreprise à César, la couverture étanchéité bardage à l'entreprise Guette et Audoul, la serrurerie et la menuiserie extérieure à l'entreprise Chapuis, la menuiserie intérieure à l'entreprise Fort, la plâtrerie peinture à l'entreprise Céton, et bravo au compagnon qui a réalisé le plafond en vague, en forme de vague, c'était pas gagné. L'entreprise de carrelage, c'est l'entreprise Jastruc, les sols minces, c'est Sol et Plus, l'entreprise d'électricité, c'est Gélec, l'entreprise de plomberie chauffage, Croze, et le mobilier pour l'amphi, l'entreprise Lafa. Merci à nos deux partenaires financiers, la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole, et merci à eux. Bien, je vous remercie de votre attention. Donc maintenant, je vais appeler les représentants de l'université Blaise Pascal, donc Françoise Perrard et Michel Jam. Donc bonsoir, nous allons faire une intervention en binôme, selon le principe qu'il faut bien 2 vice-présidents pour remplacer un président. Et je vous prie donc d'excuser Mathias Bernard, le président de l'université Blaise Pascal, qui avait prévu d'être présent avec nous ce soir et qui a eu une obligation de dernière minute qui a fait qu'il n'a pas pu venir. L'université Blaise Pascal a été présente dès le début de l'aventure de l'ESEPAC, au moment de la construction du projet, en particulier à travers l'un de ses enseignants-chercheurs, Jean-Luc Gardette. Et puis elle a accompagné ensuite l'école en portant les formations, donc d'abord sous la forme de diplômes universitaires, puis sous la forme de diplômes nationaux. En effet, les diplômes qui sont délivrés par les EPAC sont des diplômes nationaux, donc des diplômes qui sont portés par l'université Blaise Pascal et par sa composante, l'UFR Sciences et Technologies. Et donc je salue ici Laurence Rodier, qui est présente, qui est la directrice de l'UFR Sciences et Technologies, et Gilles Bourdier, qui est le précédent directeur de l'UFR, ce qui vous montre aussi toute l'implication de l'UFR et de l'université dans ces formations. Juste pour indiquer aussi que les formations universitaires, donc une licence professionnelle et un master, sont des formations qui peuvent être très variées par rapport à ce qu'a pu dire un intervenant tout à l'heure. C'était amusant de dire finalement ça m'allait pas l'université, alors je suis venue à l'ESEPAC, mais c'est encore l'université ici. C'est encore des formations universitaires et l'université a aussi beaucoup évolué et elle est capable aussi bien finalement de faire des formations qui peuvent être directement orientées vers la recherche et puis des formations très professionnalisantes et qui sont construites en partenariat comme ici avec des professionnels, aussi en partenariat en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et je voudrais saluer aussi tout le travail fait par le CFA IRISUP et ici avec la présence de son directeur Serge Laurent. Des formations nationales, licences professionnelles et master, ça veut dire aussi des contraintes, puisque ces diplômes obéissent à des réglementations qui sont fixées au niveau national, qui évoluent. Et donc nous travaillons chaque fois avec les EPAC pour faire en sorte de satisfaire à toutes ces obligations. C'est des contraintes, mais c'est aussi une assurance d'une reconnaissance nationale du diplôme et puis une assurance qualité pour les étudiants qui sont dans ces diplômes. Le responsable de ces formations, c'est Christophe Capera, qui est aussi, avant ça a été Jean-Luc Gardette, qui est très investi dans ces formations et qui porte effectivement, on est en plein dans le travail d'accréditation. Alors, on fonctionne par contrat, donc c'est pour 2017-2021. On a déposé le dossier d'accréditation, on a bien travaillé avec les EPAC, on n'a pas encore
complètement finaliser le retour. Vous voyez, on est dans le processus de ces formations, comme pour toutes les autres formations de l'université. L'université, ça veut dire aussi l'importance de l'adossement recherche, et vous avez un master dont les cours se déroulent ici, en partenariat avec les EPAC, et un master ne peut pas exister sans adossement recherche. C'est la définition même de ces types de formations. Et on voit comment l'aspect science fondamentale peut aussi s'appliquer au packaging pour arriver peut-être à mieux appréhender les futures problématiques du monde de l'emballage. Par exemple, les nouveaux matériaux, le développement durable et toutes les implications technologiques induites. Un dernier petit mot avant de passer la parole. L'université Blaise Pascal va fusionner avec l'université d'Auvergne. Donc au 1er janvier 2017, ça sera l'université Clermont-Auvergne. Il n'y aura plus qu'une seule université. Donc nous sommes en train de réfléchir aussi à toute la stratégie de cette nouvelle université, et bien sûr la dimension internationale est importante, nous la travaillons avec les EPAC, mais l'ancrage territorial fait aussi partie des problématiques de cette université. Donc ici on a au Puy un bon exemple d'un ancrage territorial réussi, avec un partenaire solide et qui correspond à une spécialisation intelligente, puisqu'il ne s'agit pas de dupliquer des formations qu'on pourrait faire à Clermont-Ferrand et de les faire en double ailleurs, mais chaque fois de s'appuyer sur la spécificité de chaque site. Et l'appui des collectivités territoriales est essentiel aussi pour que l'université puisse continuer de faire vivre ces sites, avec aussi tout l'aspect vie étudiante. Notre idée, ça serait d'arriver à renforcer les liens qui peuvent exister entre ces sites et Clermont-Ferrand pour assurer partout les mêmes services aux étudiants. Moi, je vais plutôt parler sur les aspects pédagogiques, insertion professionnelle. Je pense qu'il faut déjà remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis le développement de cette école. C'est une très belle réussite. Et ce que j'aimerais mettre en avant, c'est les choix qui ont été faits au fil du temps, notamment d'introduire l'alternance, contrat de professionnalisation ou apprentissage, qui est un très bon mode de formation qui permet aux jeunes de passer progressivement du monde de la formation au monde de l'entreprise. J'aimerais aussi souligner la pédagogie mise en place au sein de les EPAC, qui est pour moi une très bonne solution, de pouvoir mettre des machines à disposition avec des gens pour conseiller les jeunes, pour créer et essayer des choses. Je trouve que le caractère expérimental de la formation, je le trouve très très bien, et je pense qu'on pourrait l'appliquer dans d'autres domaines au sein de notre université entre autres. Et les projets de développement international, tout un tas de projets de développement de formation continue, je pense que c'est quelque chose qui va asseoir encore une croissance assez longue de la formation et son rayonnement, de renforcer son rayonnement. Donc je souhaite que tout le monde puisse collaborer sereinement dans les années à venir, malgré les changements, on va dire, de contexte. Et c'est un très bon exemple, je veux dire, de collaboration réussie entre le monde universitaire, le monde de l'entreprise, et puis les collectivités territoriales, il ne faut pas les oublier, qui ont quand même donné de l'élan à ce projet. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, j'appelle maintenant Jocelyne Boutelin, la présidente de la CCI Haute-Loire. On remarquait avec monsieur le préfet que l'emballage, ça sert à tout et aussi à faire une estrade. Oh pardon, je vous ai piqué votre conclusion, monsieur le préfet, je suis absolument désolée. Voilà, alors donc comme l'a très bien dit Joël, il me revient le rôle de parler de la relation de la CCI avec les EPAC, la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Loire. Alors j'ai repris des dates, on n'est pas tous tout à fait d'accord, donc je vais y aller dans la douceur. Il semblerait qu'en 1989, les premières réflexions permettent d'avancer sur l'idée de la création de les EPAC à la Chambre de commerce. Et à ce moment-là, c'était Étienne Vialet le président et Jean Vigouroux qui en était le directeur. Et puis, et je regarde, c'est pour ça que je me tourne là-bas pour pas qu'on me fasse les gros yeux, je me tourne vers Jean-Paul Laval qui, avec son président de l'époque, André Marcon, qui aujourd'hui est notre président national, a pris la décision d'amener Étienne Vialet avait commencé le travail.
André, Jean-Paul ont poursuivi le travail pour amener donc en 1991 cette école sur les fonds baptismaux. Et ça a été d'ailleurs le début d'une histoire sympathique, puisqu'au départ c'était pour former des onduleurs des papeteries d'Espaly et puis des personnes demandeurs d'emploi. Donc voilà, on en était là au niveau de la chambre de commerce et tout ça, il y a 25 ans, et ça fait donc 25 ans que cette école se développe et on en est très fiers. Leur idée de l'époque, et j'espère que je ne les trahirai pas, c'était de lancer une école qui soit un véritable outil d'aménagement du territoire et d'appui au développement de ces entreprises. Il était nécessaire d'offrir à des entreprises de l'emballage, on en avait dans la plasturgie, on en avait chez les cartonniers, des compétences pointues. Et il était aussi dans l'idée de rendre notre territoire attractif, parce qu'on avait besoin de faire connaître la Haute-Loire, et quoi de mieux? Enfin, vous voyez, il y a aujourd'hui des étudiants de la première promotion, il y a 25 ans, qui parlent magnifiquement bien de la Haute-Loire. Donc on a vraiment réussi notre challenge, c'était de dire, voilà, cette école, elle existe, elle va avoir des étudiants, ils vont aller porter la bonne parole, et ils vont même revenir ici s'installer, et c'est ce qui est arrivé. Et en plus, on a décidé, avec cette même logique, de construire la maison de la jeune entreprise qui accueille des créateurs d'entreprises en se disant, s'ils ont envie de revenir, on pourra en plus les loger, les coucouner et les accompagner. Donc de ce côté-là, ça a vraiment été une belle réussite. Finalement, les facteurs clés du succès d'une entreprise, tels que celle de l'ESEPAC, sont un peu celles de l'entreprise. C'est être dans un bassin d'emploi, avec autour des besoins, le pôle plasturgiste, le pôle décartonnage, c'est de mettre en place une formation spécifique et professionnalisante, d'amener tous les partenariats, et vraiment je remercie les deux vice-présidents de l'université, c'est pas courant, hein, d'arriver à nouer un partenariat fort, entreprise, école, université et partenariat collectivité territoriale qui sont là autour de nous, et là, ça a été la deuxième réussite de cette école. Donc voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous, d'abord, c'est notre école. On essaie de la promouvoir de partout. C'est une école entreprise. Elle est différente des autres. Elle permet donc d'amener des jeunes sur des métiers d'avenir. Quand on sait que 96%, je ne me trompe pas, hein, Serge, hein, 96% de nos étudiants auront un job en sortant d'ici. Et les 4%, c'est parce qu'ils continuent autre chose. C'est en plus pas de l'échec. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, ils ne sont pas sortis, il y en a 40% qui ont du boulot. Donc voilà, ça c'est une vraie réussite. Pour la Haute-Loire, on en a aujourd'hui, et j'ai vu les chefs d'entreprise dans l'assistance, donc je me permets de le dire, chez Pagès, chez Selnat, chez Legatec, International Paper, chez Barbier, chez Fontanelle, et j'en oublie sans doute. On a plusieurs donc apprenants en apprentissage qui sont dans ces entreprises. Et en plus, il y a eu cette année 1200, je lis hein, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, 1200 tests de laboratoire et 60 projets qui ont été menés par les EPAC pour des entreprises du territoire. Voilà l'ancrage territorial, voilà pourquoi l'école est une école entreprise. Les EPAC a toujours veillé à la qualité de son recrutement et à ajuster ses effectifs aux possibles débouchés de ses diplômés. L'excellence est au rendez-vous. Certains d'entre nous qui avons parcouru les salons de l'emballage savons combien l'école est reconnue. Elle est reconnue par la qualité de son enseignement, elle est reconnue par la qualité de ses étudiants. Voilà, aujourd'hui nous avons toujours et nous resterons aux côtés de l'ESEPAC. Dans le conseil d'administration, nous sommes 8 élus de la Chambre. Je ne me trompe pas, parce que ça a changé dernièrement. Ah pardon. Nous sommes 9 élus de la Chambre, donc nous sommes même majoritaires au sein du conseil de l'ESEPAC. Le président ou la présidente de l'ESEPAC est donc une élue de la CCI. Et là, un petit mot pour Joël quand même. C'était pas gagné, hein. Il y a 5 ans, 6 ans maintenant, Joël qui n'était pas dans le métier, on lui a dit tu vas être la présidente de l'ESEPAC. Je reconnais vraiment, et du fond du cœur, je te remercie Joël, parce que c'était pas gagné et tu as accepté d'être cette présidente. Et je crois que tout le monde s'en félicite, et ce que vous voyez aujourd'hui est pour grande partie aussi dans sa réussite. Je remercie notre conseil d'administration, parce qu'il se réunissait de manière régulière, et qui a poursuivi tous les projets, qui a accepté d'avancer, qui a accepté la construction, qui a accepté tous les projets menés par Serge. Et là, un grand merci à toute votre équipe. Vous avez su faire vraiment ce qui est le cœur, la culture, tout ce qu'il y a dans l'ADN de cette école. Un grand merci. Alors je te le dis à Serge et je te regarde droit dans les yeux parce que je le prends et vraiment sincèrement. Mais
Alors, puis j'ai entendu tout à l'heure Joël qui avait une petite... qui regrettait de ne pas avoir cité Sébastien. Donc, allez, je mets un coup aussi de vision, je ne sais pas où il est passé. Tiens. Ah, Sébastien est là. Parce que Sébastien, il a été pour beaucoup aussi dans le suivi du chantier. Hein. Donc, je sais qu'il a fait un super boulot. Hein. Voilà, en tout cas, un grand merci à toute votre équipe. Je parle au nom de mes collègues de la CCI, je parle au nom de ceux qui étaient avant nous et de ceux qui seront demain. Et vraiment, on est très, très attachés. Et un grand merci à ceux qui s'y emploient aujourd'hui, à ceux qui s'y emploieront demain pour faire que cette belle histoire de l'ESEPAC continue. Merci. Merci. Président de COFEPAC. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la présidente de l'ESEPAC de nous avoir invités en tant que COFEPAC à participer à ce moment très fort de la vie de cette institution. On a vu ce 25e anniversaire, ce grand développement de cette institution pédagogique. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous de participer à cet événement. Et ça va me permettre aussi de prendre quelques instants au nom de COFEPAC pour vous donner quelques flashs d'éclairage sur notre univers de l'emballage papier-carton. Parce qu'en effet, COFEPAC, c'est le comité français de l'emballage papier-carton, qui n'a pas 25 ans cette année, mais qui a été créé en 92, donc c'est 24 ans, donc ça, pour nous ça sera l'année prochaine. Et cette organisation a été montée par les organisations professionnelles du secteur, avec pour objet, comme beaucoup de ces organisations professionnelles, de représenter, de promouvoir toutes les activités du secteur de l'emballage papier-carton et de contribuer collectivement à la gestion et à la défense de toutes les questions qui sont relatives à cet emballage. COFEPAC, ça regroupe 4 organisations professionnelles. Du côté de la production des papiers et du matériau carton, nous avons la Copacel. Et puis du côté de la transformation, se sont rassemblés au sein de COFEPAC, Carton du lait de France pour le carton du lait, la Fédération française des cartonnages et des articles de papeterie, et l'Alliance Carton Nature, qui rassemble les fabricants de briques alimentaires notamment. Et puis aussi, COFEPAC travaille avec 2 membres associés, que sont Revipac, qui est, je dirais, l'organisation qui travaille à assurer la reprise des emballages ménagers, notamment en papier-carton. Et puis le club MCAS, qui est un petit peu le bras technique sur lequel nous nous appuyons pour tous les aspects, notamment liés au contact alimentaire, à l'hygiène et à la sécurité. Alors, comme ça a été montré tout à l'heure par Michel Fontaine dans ses statistiques, l'emballage papier-carton, c'est 39% en volume de l'ensemble des emballages. Et donc, c'est un matériau qui, dans ce domaine-là, effectivement, est leader en France. Ces emballages papier-carton, on les retrouve dans une très large diversité d'utilisation, avec d'une part, bien sûr, tout ce qui est emballage primaire, les emballages secondaires, les emballages de transport, dans lesquels d'ailleurs le papier-carton a une position de leader. Et puis, tous ces emballages, on les trouve dans des tas de secteurs industriels très très diversifiés. Je crois que c'est une des particularités de ce matériau qui fait qu'il n'y a pas de monotonie dans le travail sur l'emballage en papier-carton, avec malgré tout une dominante dans le domaine agroalimentaire, puisque le domaine agroalimentaire représente à peu près 56% du volume de nos emballages. COFEPAC, à travers ces fédérations que j'évoquais tout à l'heure, c'est quand même 540 entreprises en France, 680 sites. Ce sont des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros et qui emploient plus de 40 000 salariés sur l'ensemble du territoire français, contribuant ainsi à l'équilibre de ce territoire et au développement de son activité industrielle. Parce qu'en effet, de par la nature de nos métiers, et notamment au sein de la transformation, nous travaillons avec la nécessité d'être très proche de nos clients pour adapter au mieux les conceptions de nos emballages, assurer la réalisation dans la meilleure économie possible, ce qui se traduit en fait dans nos implantations professionnelles par un maillage très dispersé de nos entreprises. Et cela contribue, je dirais, à créer au sein de chacun des territoires une base stable
de sites générateurs d'emplois locaux et surtout non délocalisables. Alors, sur le plan de la formation, puisque c'est quand même un thème important aujourd'hui dans ce qui se passe ici, Cofepac, avec l'ensemble de ses partenaires sociaux au sein de l'intersecteur papier-carton, se sont mobilisés depuis plusieurs années déjà dans ce domaine de la formation, et notamment avec deux thèmes principaux: tout ce que l'on pouvait faire pour faciliter la formation initiale et tout ce que l'on pouvait faire dans le domaine de l'insertion professionnelle. Et dans ce cadre un petit peu de démarche, il y a deux dates, je crois, qui sont importantes à retenir. 2013, c'est la création de l'AFIFOR, pour l'association Filière Formation d'Intersecteur Papier-Carton, qui est une association tripartite avec donc regroupant les fédérations professionnelles, les organisations syndicales et les centres de formation dont fait partie les EPAC. Et Madame la Présidente a eu la gentillesse de souligner effectivement l'importance de l'intersecteur papier-carton dans l'appui que les EPAC a pu recevoir pour son développement. Deuxième date aussi à retenir, 2015, qui marque au niveau de l'intersecteur papier-carton la signature d'un accord collectif pour la formation professionnelle, l'alternance et la gestion prévisionnelle des compétences. Et ça, je crois que c'est important parce que cela montre de façon très concrète l'engagement des sociétés de l'intersecteur papier-carton vis-à-vis notamment de ce concept pédagogique que représente l'alternance, puisque chaque année, au sein de Cofepac et donc de ces différents sites, nous avons plus de 600 contrats d'alternance et plus de 300 contrats de professionnalisation, sachant que dans les contrats d'alternance, d'ailleurs, je crois qu'il y en a une trentaine qui viennent de les EPAC, et donc que les EPAC représentent en gros 5% de l'ensemble de l'alternance qui est traitée dans l'intersecteur papier-carton. Et puis aussi, de façon assez régulière, je dirais, tous nos partenaires sociaux soutiennent de manière claire l'engagement financier nécessaire à équiper ces centres de formation avec du matériel qui représente bien les spécificités de nos métiers. Et je crois, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans l'atelier, il y a quelques machines qui résultent un petit peu de cette aide de l'intersecteur papier-carton. Et donc tout cela pour dire qu'au sein de Cofepac, on a véritablement une politique volontariste pour attirer les jeunes et les former à nos métiers, sachant que malgré tout, encore une fois, malgré tout, cette politique n'est pas totalement couronnée de succès dans tous les domaines, puisque par exemple, par manque de jeunes candidats dans nos sections de CAP au diplôme d'ingénieur, nous n'enregistrons qu'un taux de remplissage que de 50% pour tous les métiers qui sont liés à la production, à ce qui est lié à l'intérieur des ateliers, que ce soit au niveau de la production du papier et carton ou de la transformation. Par contre, et vous en êtes un bel exemple, tous les métiers de la conception graphique ou de la conception de moellage semblent beaucoup plus attractifs, puisque nous constatons avec plaisir que les sections dédiées, comme celle des EPAC notamment, se remplissent bien chaque année. Et je dirais d'ailleurs, avec une qualité qui a été soulignée ici de la formation qui est parfaitement reconnue par notre profession, puisque 19% des diplômés de l'ESEPAC ont déjà rejoint nos entreprises, des entreprises de notre filière. Alors, quand on fait ce constat, on se dit que dans notre métier, nous devons peut-être encore un peu plus faire comprendre aux jeunes toute la modernité que représente notre industrie de l'emballage papier-carton, qui innove dans de multiples domaines et qui est particulièrement aussi représentative dans quelque chose qui est important dans l'ère du temps, qui est la réalité d'une économie circulaire. Modernité de notre industrie, je dirais d'abord, et je pense que la plupart des étudiants maintenant ici le savent, l'emballage papier-carton est véritablement un concept qui s'adapte à chaque situation devant être bien analysée pour acheminer, mettre en valeur, dynamiser le produit qui l'emballe. Et cette très grande diversité donne un champ énorme à la créativité et à la créativité en bureau d'études, tout ça pour ajuster les emballages aux justes spécifications et aux contraintes de la logistique auquel le produit va être soumis. Et tout cela amène déjà d'ailleurs dans la démarche de l'économie circulaire le fait que
on va travailler à être au plus près du besoin. Innovation aussi, on la retrouve dès la conception et dans tout le développement des outils de la conception qui sont mis en œuvre aujourd'hui. On va maintenant aujourd'hui jusqu'à avoir des outils qui permettent de simuler la façon avec laquelle un emballage et un produit se trouvent dans les rayons. Donc on est en train de créer en fait une espèce de réalité virtuelle qui va permettre aux concepteurs et aux commerciaux d'aider leurs clients à mieux encore emballer leurs produits. On a tout aussi au niveau de la conception des produits, toutes les démarches d'innovation sur l'emballage dit intelligent avec l'utilisation de nouvelles technologies et de nouvelles techniques comme les encres, l'électronique imprimée, comme les systèmes anti-contrefaçon. On a aussi tout un domaine dans lequel il y a encore beaucoup de travail d'innovation à faire et qui est un domaine en plein développement, c'est tous les emballages qui touchent le e-commerce. Et puis l'innovation, elle ne se trouve pas qu'au niveau des produits dans notre métier, elle se trouve aussi au niveau de l'ensemble des process à l'intérieur de nos entreprises. On a évoqué tout à l'heure la révolution qui était en train de naître au niveau de l'impression avec l'apparition de l'impression numérique, qui n'est que dans ses premiers pas et vraisemblablement qui va chambouler dans les années à venir les parties d'imprimerie dans nos ateliers. Et puis on a aussi tout le développement de l'automatisation, des régulations, que ce soit sur les machines à papier, que ce soit sur les onduleuses, que ce soit sur les rotatives, les découpeurs rotatifs, pardon, que ce soit sur les presses à découper. Et puis on a aussi, là ça reste peut-être encore un peu dans les limbes, mais des nouveaux développements dans les qualités de l'emballage qui vont se trouver au niveau de la conception même du matériau. Je crois qu'il y a encore beaucoup à travailler et beaucoup à trouver. On voit déjà apparaître dans les papiers spéciaux des papiers par exemple anti-Wi-Fi, anti-rayonnement. On voit apparaître des papiers qui sont hydrophobes tout en étant recyclables. Donc il y a énormément de choses qui se font. Un mot sur l'économie circulaire que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est effectivement un concept qui semble pour certains être très récent, voire moderne, mais qui dans le domaine de l'emballage papier-carton n'est ni une nouveauté, ni un vain mot. L'emballage papier-carton s'inscrit clairement dans l'optimisation de la ressource naturelle renouvelable qui est le bois. Quand je parle du bois, je ne parle pas de l'arbre, on ne coupe pas des arbres pour faire du papier, mais on utilise les sous-produits de la forêt et de l'industrie du bois, ce qui fait que l'industrie papetière, d'ailleurs, en faisant cela, est un premier maillon nécessaire à la bonne économie de ce secteur amont. Et puis, il faut bien savoir que ces fibres qui viennent du bois ne représentent aujourd'hui que 15 à 20% maximum de l'ensemble des fibres que l'on utilise dans l'emballage papier-carton, puisque avec 9 emballages recyclés sur 10, soit un taux de recyclage de 96%, l'industrie de l'emballage papier-carton est un véritable exemple de fermeture d'une boucle matière. Donc, avec cette fibre de cellulose qui peut être recyclée et réutilisée au moins 8 fois, nous avons là un matériau qui réduit un petit peu son empreinte environnementale. Voilà. Avec ces quelques flashs, c'est un petit peu cet univers très diversifié, avec cet atout, ce matériau qui a de nombreux atouts écologiques. Nous sommes dans un univers avec des entreprises de toute taille, que ce soit des grandes multinationales ou des petites TPE, qui sont toutes animées d'une forte dynamique, d'un fort potentiel d'innovation. Et c'est pour la raison pour laquelle je voudrais inviter et conclure mon intervention par cette invitation à tous les jeunes étudiantes et étudiants pour qu'ils s'engagent pour tout ou partie dans leur parcours professionnel dans ce milieu de l'emballage papier-carton, sachant que je dirais que ce soit ce choix ou pas ce choix, je voudrais souhaiter en tout cas à tous les étudiants qui sont ici de bien réussir leur parcours professionnel à leur plus grande satisfaction. Merci. Merci. Donc j'appelle Michel Joubert, président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. Voilà, simplement, ce que je veux dire, c'est que l'agglomération, évidemment, se réjouit d'avoir un nouveau site de formation supérieure sur son territoire, une formation surtout d'avenir. Même si nous n'avons pas de compétences particulières en matière de formation, nous avons pu aider cette installation et je m'en réjouis. D'autant que, parallèlement à cette opération, nous avons depuis 3 ans
conduit la restructuration du CFA de Bains, donc encore un outil de formation à destination des entreprises et surtout de l'artisanat, qui se termine maintenant, puisque la rentrée aussi s'est faite dans de nouveaux locaux il y a quelques jours. Et c'est un très gros chantier également qui s'est terminé. Et puis nous avons surtout aussi un autre outil de formation important que nous venons d'agrandir aussi et dont la rentrée aussi va s'effectuer le mois prochain, je crois. C'est l'IUT avec un nouveau département d'imagerie qui va voir le jour et qui va encore augmenter le nombre d'étudiants dans des filières d'avenir que nous avons sur notre territoire. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir. D'autant que sur l'IUT, en plus, nous avons aussi développé un Fab Lab, comme on dit, laboratoire de fabrication numérique, qui est directement en lien avec les entreprises du territoire et qui peut aider pour la fabrication d'objets nouveaux, y compris des emballages, pour l'innovation, la conception d'outils nouveaux qui permettront effectivement à toutes nos entreprises locales de pouvoir se développer, innover et rester et devenir performantes et améliorer effectivement leur activité pour le futur. Donc je ne vais pas faire plus long, simplement me réjouir que ce projet que nous avons lancé il y a 1 an et demi, je crois à peu près, Madame Garcia, c'est ça, on a posé la première pierre au mois d'avril 2015 et nous sommes heureux de voir qu'on arrive à terme et surtout que ce chantier était joint avec la maison de jeunes entreprises, donc il y a une passerelle naturelle entre le stade d'étudiants et puis le stade de l'entreprise derrière. Donc pour nous, il ne reste qu'à souhaiter une chose, c'est que le maximum d'étudiants qui sont dans cette filière de haut niveau puissent après s'installer ou trouver du travail chez nous. Voilà, merci et bonne longue vie à l'EDEPAC. Merci. J'appelle Jean Marcon, président du conseil départemental de Haute-Loire. Madame la Présidente, vous m'avez demandé de donner les impressions d'un président du département pour un anniversaire. Généralement, quand on vient d'anniversaire, c'est pour fêter tout ça dans la joie, c'est pas pour nous imposer un discours. Si bien que je n'en ferai pas. Mais quand même, je suis bien contraint de rappeler un petit peu d'histoire, parce que quand on fête un anniversaire, on se rappelle les années passées. Et j'étais présent à l'époque quand cette école de l'emballage s'est mise en place, n'est-ce pas Jean-Paul? Je prends un témoin aussi Michel Joubert, avec qui je partageais le même banc au conseil général. J'étais parmi les conseillers départementaux, régionaux, je ne sais pas comment on peut dire à l'époque, on mélange tout maintenant. J'étais parmi les plus dubitatifs. Comment va-t-on faire pour monter une école d'emballage, une école supérieure d'emballage au Puy? Le maire du Puy était évidemment bien favorable à tout ça. Nous l'étions beaucoup moins parce qu'on ne voyait pas très bien comment ça allait marcher. Alors la meilleure façon de se sortir de ces guêpiers, c'est de dire c'est pas de notre compétence, débrouillez-vous. Ah, l'enseignement supérieur, c'est pas notre compétence. C'est ainsi que on cogitait à l'époque. Il y avait quand même Jacques Barrault qui nous a dit il y a quelque chose de plus dans tout ça. Il faut vraiment aider cette école et c'est la raison pour laquelle on a essayé d'apporter notre contribution comme on pouvait le faire à ce moment-là. Et on a même continué à aider l'école en fonctionnement pendant quelques années, puisqu'on s'est arrêté en 2009. Le conseil général peut aussi se tromper. On s'est arrêté en 2009, je l'avoue, bien humblement aujourd'hui, mais c'est ainsi. Quand on a fait ce type d'histoire, et qu'on me demande mes impressions, ma seule impression que je voudrais donner ce soir, Madame la Présidente, c'est un sentiment de fierté. Fierté qu'en Haute-Loire et au Puy-en-Velay, on puisse avoir une telle école avec un tel prestige. Et nous connaissons tous, dans notre entourage, parmi nos relations, des jeunes qui sont un peu moi-même maintenant, qui sont passés par cette école et qui ont bien réussi. Et cette fierté, elle est partagée par tous les Altiligériens. Et j'aimerais même que cette fierté nous incite peut-être, à titre d'exemple, à ce qu'on puisse dupliquer ce genre d'initiative dans d'autres formations professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons tous beaucoup de chefs d'entreprise qui ne trouvent pas du personnel qualifié. Nous rencontrons aussi à côté un certain nombre de jeunes et de moins jeunes qui n'ont pas de qualification. Et généralement, ils ne se retrouvent pas. Et on se trouve dans une société qui est en panne. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il puisse y avoir quelques écoles de ce type-là, quand bien même elles ne soient pas supérieures, pour qu'on puisse mettre en relation le monde de l'entreprise et le monde de la jeunesse qui a besoin de travailler. Et qu'on puisse adapter des demandes de chefs d'entreprise dans des activités bien précises, dans des fonctions bien précises, dans des métiers bien précises pour lesquels ils ne trouvent personne. Si on pouvait, sous la forme de l'alternance, comme vous le faites à l'école supérieure d'emballage, arriver à leur trouver une formation et surtout
un débouché en sortant de l'école, ça serait merveilleux. Alors je ne sais pas, c'est peut-être une mission impossible. Si on pouvait retenir simplement ce souhait-là ce soir, bon, ça serait pour moi déjà une très 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 grande satisfaction. Madame la Présidente, joyeux anniversaire. J'appelle Laurent Gauthier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien ministre. Ça m'avait pas l'air sûr. Hein. Merci. Oui, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et ça commence par Auvergne. Alors, bon, les applaudissements sont proportionnels à la durée des discours. C'est pour ça que vous avez très fortement applaudi Michel Joubert. Et on va faire très court. D'abord, la première chose, Jean-Pierre l'a très bien dit, on est super fiers de vous. Et vraiment. Moi, je suis venu régulièrement ici, j'ai assisté à des fins de promotion, aux fêtes de l'ESEPAC. J'adore l'ambiance qui règne ici. J'aime l'enthousiasme des élèves, j'aime la façon dont vous arrivez à créer un lien entre vous, l'innovation, tous les projets qui sont portés. J'aime ce qui se passe ici. Alors, il faut d'abord donner un peu une action de reconnaissance pour tous ceux qui y ont travaillé. Les pères fondateurs, il y en a un certain nombre qui sont ici. Étienne Vialet, bien sûr, Jean Vigouroux, André Marcon, Louis Tessier, Jean-Paul Laval. On peut les applaudir très chaleureusement parce qu'on ne serait pas là s'ils n'avaient pas œuvré. Ceux qui ont veillé à notre destinée actuelle, Joël, vous avez quand même la présidente d'école la plus élégante de France. Avec ses 25 ans, elle est toute jeunette, elle est parfaite, elle mérite aussi des gros applaudissements. L'équipe de direction, les enseignants. Et je me permets d'y associer l'Université Blaise Pascal parce que merci de votre support et de votre accompagnement pour nous. C'est vraiment très important. Et puis le troisième facteur pour que ça marche, parce qu'ici on sait qu'on forme des étudiants pour qu'ils trouvent un job à l'arrivée, c'est les entreprises. Vous êtes sur un territoire, la Haute-Loire, qui est dynamique, il y a beaucoup d'entreprises. On est dans une région qui est la première région industrielle de France. S'il n'y a pas les entreprises aux côtés de les EPAC n'existent pas. Donc merci aussi à eux de leur présence. J'y suis très sensible, ainsi qu'à notre grande présidente de CCI. Vous pouvez également les applaudir, c'est eux qui vous embauchent après. Pour le reste, je voudrais retenir deux idées. La première, cette mission impossible. Faire une école de ce niveau-là, en Haute-Loire, chez nous, c'était théoriquement mission impossible. Et bien, ça a réussi. Et je suis convaincu que l'ambiance de l'ESEPAC ne serait pas la même si vous étiez sur un gros campus dans une grosse ville anonyme. Ça crée une cohésion qui est différente. Et j'aimerais bien que vous reteniez ça pour tout le reste de votre carrière. Ce qui est impossible, c'est précisément ce qu'il faut faire. Et il ne faut pas raisonner dans les sentiers battus, il faut être capable d'aller en dehors, de faire différemment, et surtout de ne jamais oublier la Haute-Loire. Le deuxième élément, qui est pour moi important, c'est que maintenant on arrive à un moment où il y a une nouvelle phase qui va s'ouvrir pour les EPAC. La nouvelle phase qui va s'ouvrir pour les EPAC, c'est le défi de l'international, et il faut qu'on vous aide à pouvoir aller chercher des stages à l'international. Le nouveau défi pour les EPAC, c'est de franchir encore une nouvelle taille. Alors moi je suis très très réticent à ce que les EPAC s'écartent trop de la Haute-Loire et comme président de région je veillerai très fortement. Et alors par contre je suis complètement opposé à l'idée qu'il y ait la moindre implantation en dehors du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc si vous ne voulez pas vous faire blacklister pour les 20 ans à venir, vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. Hein. Priorité d'abord la Haute-Loire et ensuite éventuellement on peut regarder, mais on reste en Haute-Loire fidèle à ses racines, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des partenariats, y compris du côté de l'Ain où on a aussi des perspectives qui peuvent être attractives. Et puis la dernière chose, pour tous les projets on sera là. On a été là pour financer les premières tranches de locaux, pas celles qu'on inaugure là, mais celles d'avant. Moi, s'il y a des projets qui sont ici, je suis prêt à y aller, parce que je sais que quand on investit ici, on investit sur notre avenir, l'avenir de notre région, et puis surtout vous. La seule chose que je vous demande, c'est que vous gardez pour la suite la fidélité à l'école, et dans les postes de responsabilité que vous avez autour de vous, à votre tour, vous donnez un coup de main aux étudiants de l'ESEPAC. Voilà, la Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, les EPAC, et vous restez soudés. Merci à tout le monde. Donc moi je disais effectivement à la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie que même jusque dans le pupitre, il y avait l'utilisation d'emballage dont monsieur nous a longuement parlé et on voit que c'est un matériau effectivement riche qui suscite l'innovation. Alors madame la présidente, eh bien quand j'ai reçu votre invitation, j'ai tout de suite répondu favorablement parce que je suis venu avec beaucoup d'intérêt. Les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas si nombreux en Haute-Loire. Donc ça m'a intéressé énormément de voir quel était cet objet un petit peu particulier. Et je découvre eh bien, une école supérieure qui fonctionne bien et qui permet à ses étudiants eh bien, de trouver un emploi très rapidement après leur sortie de l'école, puisqu'il y a 96% des étudiants qui ont un emploi dans les 4 mois après leur sortie. Alors, pourquoi cette réussite ? Eh bien, ce n'est pas un hasard.
il y a plusieurs ingrédients, me semble-t-il, qui ont fait que ça fonctionne bien et que cette école est exemplaire et qu'elle peut servir d'exemple à d'autres projets. La première chose, c'est une volonté des acteurs locaux. Les acteurs locaux, ce sont les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie, ce sont les collectivités locales, c'est aussi l'université. Eh bien, tous ces acteurs locaux ont eu l'intelligence de mettre leur énergie en commun pour bâtir cette école. Ensuite, pour que ça fonctionne, eh bien, il y a un marché. Le marché de l'emballage, c'est le 7e secteur économique français qui est au même niveau que l'aéronautique avec 21 milliards de chiffre d'affaires. Donc il y a un marché. Et puis, comme disait Monsieur le ministre, il y a des entreprises. Nous avons, quand on parle de la Haute-Loire, on dit ah, bah, c'est une zone rurale, c'est un département rural. Oui, mais c'est aussi un département industriel où le taux d'emploi dans l'industrie est bien supérieur à la moyenne nationale. Et donc on a un tissu industriel qui notamment a besoin d'emballage ou qui en fabrique. Je pense à la plasturgie ou aux entreprises dont vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure. Donc il y a un marché. Et puis il y a cette... comment dire... pour que ça prenne, eh bien, il y a de la recherche, il y a des entreprises, et puis un corps enseignant de qualité. Voilà, donc il y a les ingrédients qui font que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, ce sont les 25 ans. Je ne vous garantis pas que je serai là pour les 50 ans, mais on parlait de développement à l'international à l'instant. Donc 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Le marché de l'emballage dans le monde, c'est 500 milliards. Donc vous pouvez y aller, ça va marcher. Merci.